Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Au sommet d'une tour de verre étincelante, à quelques pas de Central Park, se dressait le siège de Reed International Holdings, une forteresse du capitalisme moderne. Le bâtiment reflétait le ciel new-yorkais comme un miroir hautain, défiant le reste de la ville de l'atteindre. En son sommet, au dernier étage, se trouvait un monde à part, un univers silencieux fait de parquets cirés, de fauteuils en cuir italien, et de tableaux modernes valant des millions. C'était ici que régnait Jonathan Reed, un nom que Wall Street prononçait avec un mélange de crainte et de respect. À 52 ans, Jonathan n'était plus l'homme ambitieux qu'il avait été dans sa jeunesse. Il était devenu une légende vivante, un stratège froid, calculateur, qui avait bâti un empire à coups de rachats, de négociations sans merci et de décisions impopulaires mais rentables. Il avait survécu à des procès publics retentissants, à des crises financières, à des scandales, et même à une tentative de coup interne orchestrée par ses propres associés. Mais malgré son succès éclatant, il y avait une zone d'ombre en lui. Un vide plus profond que les chiffres sur ses relevés bancaires, il n'avait plus foi en personne. Trop de poignards dans le dos. Trop de sourires hypocrites lors des dîners d'affaires. Trop de mains serrées par obligation, jamais par confiance. Même les membres de sa famille, ceux qu'il pensait inébranlables, s'étaient révélés faibles face à l'argent. Alors avec le temps, Jonathan avait appris à ne faire confiance qu'à un seul outil, l'épreuve. Il testait. Il provoquait. Il observait. Parfois, il exposait les gens au stress. Parfois, à la tentation. Il savait que la vérité d'une personne ne se révélait que dans le secret, quand personne ne regarde. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Et ce jour-là, seul derrière les vitres fumées de son bureau, Jonathan Reed allait mettre en œuvre une épreuve discrète mais décisive. Une mise en scène. Un piège. Et la cible ne serait ni un cadre ambitieux, ni un partenaire influent. Non. Ce serait une femme invisible. Une silhouette qu'on croise sans y prêter attention. Une simple femme de ménage. Son nom était Ava Coleman. À 29 ans, Ava faisait partie du personnel d'entretien depuis 3 mois, affectée aux étages exécutifs du siège. Elle portait toujours l'uniforme réglementaire, impeccablement repassé, ses cheveux attachés en un chignon sobre, et une paire de baskets usées mais propres. Elle arrivait à l'heure, ne manquait jamais un jour, et effectuait son travail avec un soin méticuleux. Mais ce qui la distinguait le plus, c'était son silence. Ava ne parlait que si on lui parlait. Elle ne s'asseyait jamais, même lors des pauses. Elle ne regardait pas les objets luxueux qu'elle nettoyait. Elle passait d'un bureau à l'autre comme un souffle d'air discret, presque invisible pour les cadres en cravate qui travaillaient tard. Pourtant, ceux qui prenaient le temps de l'observer voyaient dans ses gestes une discipline rare, une concentration presque militaire. Elle ne faisait pas que passer la serpillière ou vider les poubelles, elle respectait le lieu. Mais derrière cette rigueur, se cachait une vie difficile, tissée de sacrifices. Après avoir perdu ses 2 parents dans un accident de voiture tragique, Ava avait vu sa jeunesse basculer dans une urgence brutale. Elle avait alors décidé de prendre en charge son petit frère, Liam, un garçon de 11 ans au regard brillant et au rêve d'astronaute. Elle avait mis de côté ses propres ambitions universitaires pour subvenir à ses besoins, cumulant 2 emplois, étudiant en ligne dès qu'elle trouvait un moment. Le matin, elle emmenait Liam à l'école. Le soir, elle nettoyait des bureaux où d'autres bâtissaient des empires pendant qu'elle frottait leurs traces. Pourtant, Ava n'enviait personne. Elle ne haïssait pas les riches, ne jalousait pas les puissants. Elle voulait simplement vivre honnêtement, offrir un toit et de l'amour à son frère, lui permettre de grandir loin du désespoir. Elle rêvait non pas de luxe, mais de stabilité. Non pas d'ascension sociale fulgurante, mais de paix. Elle rêvait de ne plus avoir à se battre chaque jour. De pouvoir s'asseoir, souffler, sourire sans crainte du lendemain. Elle ne désirait pas changer le monde. Elle voulait juste protéger le sien. Et ce soir-là, sans le savoir, elle allait être observée par un homme habitué à juger, à soupçonner, à tester, et qui ne s'attendait pas à ce que la vérité qu'il cherchait vienne d'elle. Ce jour-là, Jonathan Reed se leva plus tôt que d'habitude. Le ciel était lourd, gris, suspendu au-dessus de Manhattan comme un présage.
Un silence inhabituel régnait dans son bureau au sommet de la tour. Pas de réunion, pas d'appel d'investisseurs, pas d'audit en cours. Juste une idée persistante qui le hantait depuis plusieurs jours. Il s'assit derrière son bureau en acajou massif, tapota nerveusement son stylo en or sur un document vierge, puis appela son assistant personnel. Victor. Entrez. Victor Harris, son bras droit depuis plus de 10 ans, un homme discret et loyal, entra dans la pièce avec une certaine appréhension. Il connaissait bien ce regard, celui d'un homme sur le point de lancer un jeu dont lui seul connaissait les règles. Qu'y a-t-il, Jonathan ? Jonathan se leva, contourna son bureau et s'approcha d'un pan de mur en bois foncé. Il appuya sur un bouton dissimulé dans la moulure. Un coffre-fort de haute sécurité, encastré dans le mur, apparut avec un léger bruit de déclic. Il tourna la manivelle lentement, avec précision, puis l'ouvrit. À l'intérieur, un véritable trésor brillait sous la lumière. Des bijoux anciens dans des écrins de velours noir, des montres suisses alignées comme des soldats, des liasses épaisses de billets de $100, entre deux chemises en cuir, des contrats confidentiels portant les signatures d'hommes puissants. Tout cela, à portée de main. Laisse-le ouvert. Ce soir, déclara-t-il calmement, sans détourner le regard du contenu. Victor resta interdit. Pardon ? Ce soir, pendant les heures de nettoyage. Je veux que le coffre reste entrouvert. Juste assez pour qu'on voie ce qu'il contient. Victor fronça les sourcils. Tu veux qu'on piège l'un de tes employés ? Jonathan se retourna lentement vers lui. Je veux observer. Tester. Il marcha jusqu'à la fenêtre, les mains dans le dos, contemplant la ville animée qui se déroulait en contrebas comme un damier d'opportunités et de trahison. Il y a cette jeune femme, Ava Coleman. Silencieuse. Discrète. Personne ne la remarque. Et c'est bien ça le problème. Ceux qu'on ne remarque pas peuvent être les plus dangereux, ou les plus purs. Je veux savoir de quel côté elle penche. Victor hésita. Jonathan, c'est risqué. Si quelqu'un découvre ce test, surtout si ça vient de la presse. Justement, coupa Jonathan. La loyauté ne se révèle que dans la tentation. Pas dans les entretiens d'embauche, ni dans les éloges. Elle se révèle, quand personne ne regarde. Il s'approcha de l'armoire en bois à l'arrière de son bureau et ouvrit une trappe dissimulée. Derrière elle, une petite pièce insonorisée, sans fenêtre, contenant un écran de surveillance, un fauteuil en cuir et un système d'enregistrement vidéo discret. Une caméra miniature, soigneusement cachée dans une lampe murale de son bureau, était reliée à ce système. Je vais m'asseoir ici. Et regarder. En silence. Je ne veux pas la piéger. Je veux savoir qui elle est quand elle est seule face à l'opportunité. Victor le regarda, partagé entre l'inquiétude et la fascination. Il savait que Jonathan n'agissait jamais sans raison, mais cette fois-ci, c'était personnel. Il y avait une obsession dans son regard, presque une douleur ancienne. Très bien, soupira Victor. Je m'assurerai que personne ne monte au dernier étage ce soir, à part elle. Et qu'on ne désactive surtout pas la caméra. Victor hocha la tête. Jonathan s'enfonça dans le fauteuil de la pièce secrète, seul face à l'écran. Il croisa les bras, patient, l'expression figée. Il ne cherchait pas un voleur. Il cherchait une vérité. Et il ne savait pas encore que celle qu'il s'apprêtait à observer allait bouleverser bien plus qu'il ne l'imaginait. Il était 22h34 précise lorsqu'Ava Coleman pénétra dans le bureau présidentiel situé au dernier étage de la tour Reed. La poignée en laiton tournait sans bruit, comme si le silence lui-même s'inclinait devant l'endroit. La porte se referma derrière elle avec un léger clic, étouffé par l'épaisseur des tapis orientaux. Le bureau de Jonathan Reed était un espace presque sacré, baigné d'une pénombre luxueuse. La lueur des lampadaires de Manhattan filtrait à travers les vitres panoramiques, projetant des reflets mouvants sur les murs en noyer foncé. L'odeur discrète du cuir, du bois ciré et du papier ancien emplissait l'air. Ava, comme chaque soir, entra avec humilité, tenant son balai d'une main et un chiffon dans l'autre. Elle fit d'abord ce qu'elle faisait toujours, elle commença par les vitres, nettoyant avec des gestes calmes et circulaires, précis, presque chorégraphiés. Puis elle passa au bureau, aux chaises, aux étagères.
Chaque objet qu'elle touchait était manipulé avec un respect silencieux, comme si elle ne nettoyait pas simplement des meubles, mais la mémoire de quelqu'un. Et puis, elle s'approcha du coin droit du bureau. Là où se trouvait un pan de mur que l'on savait mobile. Un simple coup d'œil suffisait pour deviner que quelque chose clochait. Elle s'arrêta net. Son cœur fit un bond. Un souffle court. Ses yeux se figèrent. Le coffre-fort était entrouvert. Pas seulement entrouvert, ouvert en grand. La porte de métal noir mat, habituellement dissimulée dans le mur boisé, béait comme une blessure ouverte. Et à l'intérieur, c'était une scène presque irréelle. Des liasses de billets de $100, noués proprement, étaient empilés comme des briques d'un mur doré. Des montres suisses de collection reposaient dans des écrins alignés, leurs cadrans scintillant sous la lumière indirecte. Au fond, un collier de perles d'une finesse rare reposait sur un velours bleu nuit. Plus haut, des documents cachetés, certains marqués, confidentiels, portaient les sceaux de signature célèbres dans le monde des affaires. C'était un inventaire de richesses, d'influence, de pouvoir pur. Ava recula d'un pas, les yeux écarquillés. Elle cligna des paupières. Avait-elle mal vu? Était-ce un oubli? Une erreur? Un doute traversa son esprit. Puis un frisson. Et une pensée furtive, personne ne le saurait. Il n'y avait personne dans le bureau. Personne dans le couloir. Aucun bruit, sinon celui lointain d'un ascenseur en train de descendre. Son regard retourna vers le coffre. Son souffle s'était accéléré, mais elle tenta de garder son calme. Elle regarda une dernière fois autour d'elle. Puis, avec une lenteur mesurée, elle posa doucement son balai contre le mur, s'agenouilla un peu pour s'approcher. Elle ne toucha rien. Pas même le rebord. Elle se redressa rapidement, l'air grave. Son expression n'était ni de peur ni de tentation. C'était une expression de décision. Elle glissa la main dans la poche intérieure de sa veste. En sortit un petit carnet en cuir usé, l'objet qu'elle emportait toujours sur elle. À l'intérieur, des listes de tâches, des citations motivantes, des mots pour son frère. Et quelques post-its au bord corné. Elle en détacha un, rose pâle. Sortit un petit stylo. Et d'une écriture nette, droite, elle écrivit. Monsieur Reed? Le coffre était déjà ouvert à mon arrivée. Rien n'a été déplacé. Ava Coleman. Elle relut le mot une seconde. Puis, sans trembler, s'approcha du bureau en acajou et y colla le message avec délicatesse, près du porte-stylo gravé au nom du milliardaire. Ensuite, dans un geste plein de retenue, elle referma doucement la porte du coffre. Elle ne força pas. Ne fit pas de bruit. Elle referma, comme on referme un livre ancien que l'on ne s'autorise pas à lire. Puis elle retourna chercher son balai. Et reprit son travail. Comme si de rien n'était. Dans la pièce d'Alexandra côté, Jonathan Reed observait la scène en direct sur l'écran de surveillance. Assis dans le fauteuil de cuir de la pièce secrète, les coudes sur les genoux, les mains jointes devant sa bouche, il ne disait rien. Son regard était figé sur l'image, Ava, en train de coller un simple mot. Puis, Ava, en train de reprendre son travail sans se retourner. Il n'avait pas bougé d'un centimètre. Il s'attendait à une hésitation. Un regard insistant. Une pulsion incontrôlée. Un geste furtif. Il avait vu des gens bien plus puissants que cette jeune femme craquer devant bien moins que ça. Il s'attendait à la nature humaine dans sa forme la plus fragile. Mais il n'avait rien vu de tout cela. Juste un calme déconcertant. Une droiture presque douloureuse. Une intégrité silencieuse. Il resta là, longtemps après son départ, le regard toujours fixé sur l'écran noir, maintenant vide. La caméra tournait encore, mais la scène était terminée. Et dans le silence de cette pièce où l'on ne trahissait pas, Jonathan sentit quelque chose remuer en lui qu'il croyait mort depuis longtemps. Le lendemain matin, à 8 heures précises, Ava Coleman, les yeux encore fatigués par une nuit de travail, rangeait ses affaires dans son casier lorsqu'un message bref apparut sur son téléphone de service. « Veuillez vous présenter immédiatement au bureau du président. » Elle resta figée. Son cœur se serra. Elle pensa immédiatement au coffre. Elle avait tout fait correctement, n'est-ce pas? Elle n'avait rien touché. Elle avait même laissé un mot.
Pourtant, cette convocation soudaine, à cette heure-là, ne présageait rien de bon. Elle monta au dernier étage en silence. Chaque étage qu'elle dépassait amplifiait son appréhension. Le hall du bureau présidentiel était silencieux, feutré, presque irréel. Une assistante lui ouvrit la porte sans un mot. Jonathan Reed se tenait debout, dos tourné à la baie vitrée, le regard perdu dans le panorama matinal de la ville. Dans sa main droite, il tenait le petit post-it rose. Il ne se retourna pas immédiatement. « Entrez, mademoiselle Coleman, dit-il calmement. Ava s'exécuta, referma doucement la porte. Son uniforme sentait encore le détergent. Ses doigts tremblaient. Jonathan se retourna lentement. Son regard était grave, mais pas hostile. « Vous avez vu ce coffre, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur, » répondit-elle, la voix presque éteinte. Il hocha doucement la tête. « Et vous n'avez rien pris ?» Elle soutint son regard. « Non, monsieur. » Il fit quelques pas dans la pièce, sans la quitter des yeux. « Pourquoi ?» Elle inspira. Longuement. Puis dit simplement. « Parce que ce n'était pas à moi. Je nettoie vos bureaux, monsieur, pas votre conscience. » Un long silence suivit. Jonathan baissa les yeux, comme si ses certitudes venaient d'être doucement ébranlées. Il se rendit jusqu'à son bureau, ouvrit un tiroir lentement, puis en sortit une enveloppe blanche. Il la tendit à Ava, qui hésita avant de la prendre. « Ceci est un chèque de 50 000 $. Elle écarquilla les yeux. La somme lui paraissait irréelle. Presque absurde. « Ce n'est pas une récompense, dit-il, c'est un investissement. » Puis il déposa une deuxième enveloppe sur la table entre eux. « Et ceci est une lettre d'admission à notre programme interne de formation en gestion. Il est normalement réservé aux employés de longue date, avec diplôme universitaire et recommandations internes. Mais je vais vous dire une chose, Ava. Vous avez l'intégrité que même certains de mes directeurs n'ont jamais eue. » Elle resta pétrifiée. « Je croyais tester votre loyauté, » continua-t-il. « Mais c'est moi qui ai été mis à l'épreuve. Vous m'avez rappelé quelque chose d'essentiel. Ce que vous avez fait, ou plutôt, ce que vous n'avez pas fait, a plus de valeur que 1000 CV brillants. » Il recula, posa une main sur son bureau en acajou. « J'ai besoin de gens comme vous. Des gens qui résistent quand personne ne regarde. » Ava sentit ses yeux s'embuer. Elle tenta de parler, mais sa gorge était nouée. « Merci, monsieur, je ne sais pas quoi dire. Dites seulement que vous serez là lundi matin, pour commencer la formation. Le reste suivra. » Elle acquiesça lentement, comme dans un rêve. Elle serra les deux enveloppes contre sa poitrine. Sortit du bureau presque en apnée. Dans l'ascenseur, seule, elle éclata doucement en larmes. Pas des larmes de douleur. Des larmes de libération. Elle pensa à son fils, Elia, qu'elle élève seule depuis 6 ans. Aux nuits de travail, aux sacrifices, aux humiliations silencieuses. Elle pensa à sa mère, décédée sans jamais avoir pu sortir du nettoyage. Et maintenant, grâce à un test auquel elle n'avait même pas consenti, tout changeait. Ce n'était pas seulement une opportunité. C'était un tournant. Un nouveau chapitre. Et pour la première fois depuis longtemps, Ava se permit d'y croire. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit étrange où un coffre-fort entrouvert avait révélé bien plus que des billets ou des bijoux, il avait mis à nu l'âme d'une femme droite, et réveillé celle d'un homme puissant. Ava Coleman, autrefois femme de ménage discrète, était désormais directrice des opérations sociales de Reed International, un poste que Jonathan avait créé spécialement pour elle. Mais elle ne se contentait pas de porter un nouveau titre ou d'occuper un bureau lumineux avec vue sur la ville. Elle travaillait avec la même rigueur qu'autrefois, mais avec une mission bien plus vaste, ouvrir des portes aux oubliés. Elle lança le programme Seconde Aube, un plan de réinsertion professionnelle pour les mères célibataires, les anciens détenus, et les jeunes adultes issus de foyers défavorisés. Elle visita des centres communautaires, écouta les histoires, raconta la sienne. Elle mit en place des bourses universitaires, des ateliers de développement personnel, et des formations gratuites en partenariat avec les filiales de Reed International. Chaque dossier qu'elle signait, chaque main qu'elle serrait, était un rappel de ses propres nuits d'angoisse passées à nettoyer des bureaux vides,
a rêvé de plus sans jamais oser le dire à voix haute. Dans les couloirs de l'entreprise, elle devint un symbole vivant d'intégrité, de courage et d'espoir. Les employés, même les plus haut placés, baissaient la voix en sa présence, non par peur, mais par respect. Elle n'imposait rien, mais sa seule droiture suffisait à remettre les consciences en ordre. Quant à Jonathan Reed, l'homme qui avait bâti un empire avec méfiance et stratégie, il changea lentement. Il apprit à écouter sans tester, à donner sans mesurer. Lui qui croyait que tout le monde avait un prix, avait découvert que certaines personnes possédaient quelque chose de bien plus rare, une morale inébranlable. Il arrêtait parfois ses réunions pour demander l'avis d'Ava sur des projets sociaux ou sur des décisions internes. Il parlait d'elle à ses partenaires étrangers, non comme d'une success story, mais comme de la conscience de son entreprise. Il apprit à la regarder non pas comme une protégée, mais comme une égale. Et plus encore, comme une boussole humaine. Un soir, alors qu'ils revenaient ensemble d'une conférence caritative, Jonathan lui dit, en regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre de la voiture. « Je croyais t'avoir piégé avec un coffre. Mais en réalité, tu as ouvert le mien. Pas celui en acier. Celui que j'avais scellé bien plus profondément. » Ava sourit doucement, sans répondre. Elle savait que certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites. Il avait laissé un coffre ouvert pour tester. Mais c'est son cœur qu'elle avait révélé. Et dans ce geste silencieux, dans ce simple post-it rose d'autrefois, se trouvait la graine d'une transformation qu'aucun billet de banque n'aurait pu acheter.